Alors, il s'agit du module numéro 2. On a déjà fait un module 1 sur l'appropriation des TDC, comment réaliser son autocontrôle. Et on va du coup aborder là l'analyse des résultats de coûts, puisque une fois que les contrôles de base sont réalisés, on va essayer de voir à quel niveau on a des coûts unitaires de SAC, de CMT, etc., de façon à voir si on a des résultats cohérents. Donc là, c'est via aussi des tableaux de contrôle, des fichiers, des docs en fait, qui sont en plus des tableaux de contrôle et de la base de coûts. On va voir tout ça ce matin. Le support de présentation et les enregistrements du webinaire seront disponibles dans les prochains jours sur le site de la TIH. On va rappeler un petit peu le processus de base, mais je vais aller vite parce qu'on l'a déjà fait en module 1. Comment accéder à ces tableaux de contrôle, la liste des tableaux de contrôle et puis le guide de lecture des TDC qui existent. Après, on rentrera plus dans le détail sur les différents types de sections d'analyse. Au fur et à mesure que je vais parler, je vais faire des petites pauses de temps en temps pour vous permettre de poser vos questions. Vous pourrez le faire via questions-réponses et j'y répondrai. Et du coup, il pourrait y avoir une interaction entre nous. Ou bien, en fait, aussi poser vos questions par oral si on vous donne du coup la possibilité de le faire. Donc là, je vous rappelle très rapidement que effectivement, quand on participe à l'ENC, on a deux logiciels, Arcane et Aramis. On va avoir des données dans Arcane et des données dans Aramis euh, qu'on va transmettre sur une plateforme IENC. On va commander des tableaux de contrôle. C'est ces tableaux de contrôle qu'il va falloir vous examiner pour voir si vos données sont cohérentes, s'il y a encore des anomalies, et dans ces cas-là, il faut les corriger et puis ensuite refaire le travail de déposer des nouvelles données corrigées et lorsque les données sont satisfaisantes, valider ensuite. Donc à chaque validation, on fait son autocontrôle pour savoir si on a bien corrigé les données qu'on vient de corriger. Et tant qu'on a encore des données qui ne sont pas correctes parce qu'il y a des anomalies, on revient sur son ouvrage. Au niveau des ressources documentaires, elles sont en accès rapide via la plateforme IENC sur la partie droite en haut, avec une documentation directe par clic de l'ENC-SSR et les logiciels à télécharger, Arcane Aramis et Visual ENC, à télécharger aussi via ce bouton qui est dans la plateforme IENC. Donc, quand on est sur la plateforme IENC, il y a un espace pour transmettre ces données et puis commander les traitements. C'est ce qui va générer vos tableaux de contrôle à récupérer ensuite via plusieurs solutions, soit rubrique par rubrique, en fait, en cliquant sur la flèche pour ouvrir et en prenant la rubrique et les tableaux de contrôle qui nous intéressent, soit en téléchargeant globalement via un zip la totalité des tableaux de contrôle, ce que je vous conseille d'ailleurs. Donc là, après, on se retrouve avec plusieurs planches de tableaux de contrôle qui sont listées ici. Là, aujourd'hui, on va voir les rubriques 3 à 5 des tableaux de contrôle. Donc, le recueil au séjour et coût des sections. Donc, on a les tableaux 5, les tableaux 6, les tableaux 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 des GME. Et 12 des GME et 13 des consultations. Voilà, donc les rubriques 1 et 2 ont été faits au module 1 et puis on a une rubrique 6 qui a qui sous Excel donne l'intégralité des tableaux de contrôle onglet par onglet. Voilà, donc ces tableaux de contrôle sont sur la plateforme IENC. Quand on y va
on va dessus en ouvrant les fichiers HTML, on a une petite une possibilité d'accéder en direct via un clic avec un lien pour aller ouvrir en fait le guide des tableaux de contrôle qui expose les objectifs du contrôle, la source de ces contrôles, c'est-à-dire d'où proviennent les données, et puis l'action qu'on peut faire pour corriger ce tableau de contrôle qui manifestement présente soit des anomalies atypiques en toutes lettres en disant que ben, c'est à vérifier, à corriger, ou alors qui sont surlignés en orange ou en jaune. Voilà, on va du coup passer directement à l'analyse des SAC, des SMT, LMLGG et consultation. Quand on dit l'analyse, c'est parce que, en fait, dans ce tableau de contrôle, donc par exemple la planche 5 qui traite des SAC, il va y avoir un récapitulatif, une synthèse de l'ensemble des SAC, là en tableau de contrôle 5.1.1, qui va donner les charges nettes qui ont été du coup saisies dans Arcane, plus LM, et puis le nombre de journées PMSI là, qui est issu du lien UMSA, donc votre M12 que vous avez transmis sur la plateforme va servir à avoir le nombre de journées totales de chacune des SAC via ce lien UMSA. Et puis donc le total des charges nettes qui est issu de l'onglet 4 produits auquel a été ajouté la quote-part de logistique médicale issue de la ventilation de l'onglet 7 log. Donc ça, du coup, ces données-là eh bien, vont donner le coût journalier de chacune des sections. On aura la même chose provenant de l'année précédente, et puis ensuite le coût de référence qui est donc sur la partie droite, la colonne de droite, avec donc des écarts en pourcentage entre n et n-1 et avec la référence, n la référence. Alors d'où proviennent du coup les charges nettes plus LM? Donc là on voit qu'on se situe dans l'onglet 4 produits et effectivement sur par exemple la SAC affection système nerveux adulte hospice complète 7 jours sur 7, on avait des charges brutes imputées pour 1 368 000 €. On a déduit des produits sur cette SAC pour 18 485. Il reste donc 1 349 844 € réellement en charge nette de la section qui a été imputée sur cette SAC SSR. À cette SAC va être ajouté, à ces 1,3 million, va être ajouté en fait eh bien, toutes les charges indirectes qui ont été imputées via l'onglet 7 champs, puis 7 logs, la pharmacie, l'AST, le génie biomédical, l'hygiène et vigilance, et puis des autres logistiques médicales, le cas échéant. Vous avez réparti dans l'onglet 7 champs vos clés de LM sur les différents champs, et dont le champ SSR. Puis ensuite, dans l'onglet 7 log, vous avez réparti vos clés dans les différentes sections du champ SSR. Et donc, c'est sur cette section de SAC affection du système nerveux adulte hospice complète 7 jours sur 7 qu'il y a, eh bien, du coup, un montant de 31 675 ventilés de pharmacie sur cette section, un montant de 500 € de génie biomédical et un montant de 8 000 €, si je vois bien le chiffre, d'hygiène et vigilance, d'hygiène hospitalière et vigilance. Donc, 31 879 de pharma, 502 € de génie biomédical, 8 227 d'hygiène et vigilance. Cela, ça fait un total de 40 609 qui va être ajouté du coup à nos 1,3 million tout à l'heure qu'on avait en charge nette de l'onglet 4. Donc, ça nous fait au total 1 390 000 € qu'on va retrouver
dans notre tableau de contrôle 5.1 pour cette section. Les journées PMSI qui sont indiquées là sont, comme je vous le disais, issues de votre PMSI, donc de votre M12 que vous avez déposé sur la plateforme et du coup qui va être repris ici. Pareil donc pour toutes les sections et puis on en calcule du coup le coût journalier qui est la division entre le montant de ses charges nettes plus LM divisé par le nombre de journées. On aura du coup dans ce tableau de contrôle 5.1 l'analyse, comme je vous disais, NN-1 et avec la référence. Et dans le tableau 5.2, on a l'évolution des données d'activité entre N et N-1, donc entre vos deux PMSI, de vos 2 années consécutives, avec une évolution en pourcentage du nombre de journées. Et puis, ensuite, sur les colonnes de droite, il va y avoir le nombre de lits que vous avez renseigné dans l'onglet DA, qui va du coup être repris section par section, ainsi que, donc c'est le nombre de lits ou places installées, ainsi que le nombre de journées lits d'ouverture. Donc je rappelle que le nombre de journées lits d'ouverture, c'est le nombre de journées d'ouverture de chaque lit. Donc le nombre de journées d'ouverture n'est pas le nombre de journées réalisées, mais bien le nombre de journées d'ouverture. Je ne sais pas si ça vous a coupé, mais moi j'ai été coupée. Ah oui, on ne voit plus le partage, oui. Je vais essayer de le remettre. Là, c'est très embêtant. Mince. Je vais te laisser le partager peut-être, Quentin, excuse-moi, parce que je sais pas ce qui s'est passé en fait Oui, bien sûr. Oui. mais mon poste s'est déconnecté et là j'ai un problème. Faudrait que tu te mettes en mode diaporama. Et c'est bon, vous voyez du coup Oui, on voit ton écran, mais voilà. Ouais, si Ok. tu peux te mettre juste en mode diaporama, ce serait bien. Ok. Et là, tu vas dans paramètres d'affichage en haut de ton ouais, et tu te mets basculer en mode présentateur. Ok, c'est bon. Non, c'est pas bon. Ah, ça, c'est très ennuyeux. Ah, ça y est, nickel. Bon, Ça marche? du coup, je continue. Du coup, je continue. Donc, hop. Donc là, j'en étais du coup au coût total qui est sur les deux. Si tu peux passer, parce que ça me mettra ce qui est en bas. Et là, ça change rien. Est-ce que tu peux du coup avancer, Quentin? Normalement, j'ai avancé. Il y a peut-être un petit temps de latence, non Normalement, il y a des flèches qui se mettent et un petit commentaire en dessous. Là, moi, il n'y a rien qui se passe. Super. Ah là là, repasser en autre mode là. Excusez-nous vraiment, on est désolé de ce petit contretemps. On a vraiment des problèmes techniques. Ah, pourtant, moi, j'ai toutes les infos sur le slide là, mais Ah, ça y est, bon. toutes les infos se mettent effectivement.
Donc, je rappelais que l'évolution, par contre, là, tu n'es pas en mode présentateur, donc il faudrait vraiment te remettre en mode présentateur, parce que sinon, c'est tout petit. Je ne sais pas comment voient tous les participants, mais moi, je ne vois pas en mode présentateur. Non, on a la deuxième diapo, la diapo qui suit, qui s'affiche. Normalement, en appuyant sur les 3 petits points qui sont sous la diapo, on peut basculer en mode présent. Ou en haut, sur paramètres d'affichage aussi, on peut basculer. Ouais, basculer en mode Mode présentateur. présentateur et diaporama. Alors j'ai recliqué sur le bouton basculer. C'est vraiment très très lent. Je sais pas ce qui s'est passé en fait. Sinon, j'essaye de partager moi et vous me dites quand je clique. Je peux essayer. Ouais, je suis désolée, là c'est vraiment pénible. Moi je peux rien. J'essaye de prendre le partage. Je vais tenter de partager moi-même en fait. Mais malheureusement, j'ai pas de. Je sais pas pourquoi je ne. Je vais tenter de partager, Marie, si tu veux. Ouais, ouais. Et on voit. Ça Quand pourrait il faudra me dire si, si vous voyez correctement quand je serai mis en mode présentation. Ok. Est-ce que vous voyez correctement? Je vois correctement, ouais. Donc là, il faudrait appuyer sur passer pour tout s'affiche de la diapo. Ouais, super. Donc là, j'en étais au nombre, merci Séverine. Là, j'en étais au nombre de journées lits d'ouverture, hein, où j'étais en train de vous dire que le nombre de journées lits d'ouverture, c'est le nombre de journées d'ouverture d'un lit multiplié par le nombre de lits installés dans chacune des sections, et que le nombre de journées d'ouverture n'est pas le nombre de journées réalisées, c'est le nombre de journées que le service est ouvert. Donc si par exemple un service de jour n'est pas ouvert les week-ends et quelques semaines de congés de fermeture, dans ces conditions, on va décompter de 365 jours par place tous ces jours de fermeture de façon à vraiment avoir uniquement le nombre de journées d'ouverture. Voilà. C'est ce qui permet, c'est le dénominateur qui permet de calculer le taux d'occupation de votre unité ou de votre section clinique. Voilà. On peut passer. Dans le tableau de contrôle 5.1.2, on a les sections dont le coût journalier de l'HDJ est supérieur à celui de l'HC pour la même autorisation. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'on a un coût journalier d'HDJ qui est censé être inférieur à de l'HC est supérieur, il ressort dans un tableau de contrôle pour justement attirer votre attention sur cette atypie, de façon à ce que vous puissiez regarder si c'est une anomalie parce qu'il y a une erreur d'imputation des charges ou voilà, et donc pouvoir corriger le cas échéant. On va passer à la diapo d'après. Donc là, on vient analyser le taux d'occupation justement et la DMS par SAC dans ces tableaux de contrôle 5.2 et 5.3. Le 5.2, évidemment, on va avoir le nombre de journées, comme je vous le disais, d'ouverture, le nombre de journées théoriques d'ouverture, et on va essayer de regarder si vous n'avez pas plus de journées d'ouverture que de journées théoriques d'ouverture, c'est-à-dire pour des lits d'HC, c'est 365 jours, pour des lits d'HDJ, normalement, vous n'êtes pas ouvert le week-end. Donc, on va voir si dans ce tableau de contrôle, il y a des anomalies. Et puis, dans le tableau de contrôle 5.3, on va analyser du coup la résultante de ça, c'est-à-dire les taux d'occupation et les taux d'ouverture de vos sections.
C'est du coup ça qu'il faut que vous regardiez aussi, hein, si vous avez un taux d'ouverture supérieur à 100% ou si vous avez un taux d'occupation qui est très très faible ou très élevé, ben, il va falloir regarder si c'est vraiment la réalité ou si c'est issu d'anomalies dans le nombre de journées lits d'ouverture. La DMS se calcule aussi du coup par section. Et là, il s'agit du coup de la durée moyenne de séjour, hein, nombre de journées du coup réalisées sur le nombre de séjours. C'est une moyenne, évidemment. Donc là, il y a un écart qui se calcule et qui permet de voir l'évolution d'une année sur l'autre. Et puis, il y a une DMS de référence qu'il faut toutefois prendre avec des pincettes, compte tenu d'activités parfois, comme par exemple des séjours très longs qui peuvent, comme les EVC, EPR, qui peuvent perturber ce calcul de DMS. Dans cet exemple, par exemple, la SAC, affection au système digestif, hospice partiel, a une hausse du coût journalier de 42%. Donc on le voit d'une année sur l'autre, qui pourrait être mis on va dire en cause, en parallèle d'une diminution du taux d'occupation. Si j'ai mon taux d'occupation qui diminue, probablement j'ai donc moins de journées d'activité en dénominateur et donc j'ai peut-être les mêmes charges pour une activité plus faible et donc forcément un coût journalier qui augmente. On va passer à la diapo d'après. Donc après, les tableaux de contrôle 5.1, 5.2 et 5.3, on a d'autres tableaux de contrôle qui permettent de rentrer dans plus de détails de la décomposition des coûts journaliers des SAC. Donc, on aura une décomposition par type de charge, les personnels, les charges médicales et les autres charges, plus LM. Et puis, on aura après une décomposition dans le personnel médical, le personnel soignant, le personnel autre. Donc, on va avoir une décomposition comme ça du coût journalier qui va permettre de mieux analyser quand on a un écart entre N et N-1, de savoir quels sont les postes de charge qui évoluent le plus. Voilà. De la même façon avec la référence. Donc, le tableau, par exemple, qui est affiché le 5.4.4, analyse les coûts journaliers de l'année N par rapport aux coûts de référence. Et donc, du coup, eh bien, ça permet de voir, alors là, c'est en coûts par jour, donc c'est en coûts et non pas en pourcentage. Et donc, on va avoir une évolution, on voit là le coût des charges de personnel en 2021 était de 28,8 et la référence est de 42 €. Donc, on a un écart entre les deux qui fait 14 € quasiment. Et donc, on va pouvoir savoir que c'est là-dessus que porte notre écart. Plus que voilà, et donc on cible via ces tableaux de contrôle. Le 5.4.4 permet de cibler l'écart sur un type de dépense, les charges de personnel. Là, par exemple, alors je vois vraiment peu, vous devez vraiment peu voir effectivement sur un petit écran, les charges de personnel par type, par catégorie de personnel aussi, on a cette décomposition. Dans le tableau 5.5.2 dessous, on va avoir là le poids des charges de personnel des différentes catégories. Et donc, on va savoir encore plus ciblé sur où se situe l'écart entre les trois catégories de charges de personnel.
Puisqu'on voit d'abord, du coup, globalement que c'est les charges de personnel et après, on va aller cibler lesquelles. Donc, ces tableaux de contrôle sont assez précieux parce que, ben, justement, quand vous voulez analyser votre évolution de coût, eh bien, c'est par ces tableaux de contrôle que vous pouvez le faire. On va passer à la diapo d'après. Carrément toute l'afficher parce que par petits bouts, c'est compliqué. Donc là, en fait, on a la possibilité d'identifier les atypies par des numéros d'atypies. Donc, on a j'arrive pas à voir l'objectif. Donc, on a le total des charges nettes plus LM qui proviennent de l'onglet 4 plus la quote-part des charges de LM comme on a vu tout à l'heure. On a ce calcul à partir des charges d'aide ventilées sur les sections. Ça intègre les produits en atténuation, mais c'est évidemment avant le suivi au séjour qui est déduit en onglet 6CD. On a, donc ça c'était pour vous rappeler les composantes du coût journalier qu'on arrive à trouver et l'identification des atypies. On a du coup un numéro d'atypie qui est indiqué sur le fichier CSV des atypies qui peut être relatif au coût journalier ou alors relatif au CIPS. Alors là, c'était pour identifier les atypies à analyser sur votre fichier d'atypie CSV qui arrive dans votre zip global des tableaux de contrôle. Vous savez, chaque année, on doit analyser ces atypies finales et du coup, elles sont numérotées, coût journalier ou CIPS. On va finir, voilà. Alors, au niveau de la description de l'atypie, on peut, alors je vais peut-être pas rentrer dans un grand détail là des différents types d'atypies, puisqu'on a des atypies différentes en fonction que c'est entre n et n-1. Là, le calcul du coût journalier atypique, ça va être du coup si le coût journalier s'écarte de plus de 50% du coût de la référence ou que le coût journalier s'écarte de plus de 40 à 50% par rapport au coût de la référence et que le coût journalier a une évolution de plus de 30% par rapport à N-1. Donc en fait, on est sur des cas de coûts journaliers atypiques qui sont bien déterminés, qui sont bien encadrés. Voilà, et c'est pour ça que votre SAC lambda apparaît dans ce fichier d'atypie des SAC. Il va y avoir aussi si la SAC apparaît avec un nombre de journées atypique. Il va y avoir si la SAC a un coût de CIPS atypique. Donc là, c'est lorsque les SAC ont des dépenses de PS qui sont supérieures à 10% des dépenses de PS de toutes les SAC. Comme tout à l'heure, on a d'abord la SAC en question par rapport à l'ensemble des SAC et dont le coût unitaire, du coup, s'écarte de plus de 50% du coût de référence ou le coût du haut s'écarte de 40 à 50% par rapport au coût de référence ONC et le coût du haut a une évolution de plus de 30% par rapport à N-1. Donc, il va y avoir aussi, pareil, en nombre, quand le nombre de CIPS est atypique, donc inférieur à 100 points CIPS. Voilà pour ces identifications d'atypie sur ce fichier CSV des atypies que vous pouvez télécharger dans l'ensemble du fichier zip de vos tableaux de contrôle. Alors, effectivement, le taux de 10% s'entendait en fait sur un cumul de l'ensemble des SAC qui présentent l'atypie. Donc, en fait, c'est ça qu'on prend comme, vous savez, on a le coût journalier, les SAC dont les dépenses sont 10% des dépenses de toutes les SAC. Et là, ce 10%, c'est le cumul de l'ensemble des SAC qui présentent l'atypie. On va passer.
On passe aux CIPS. Alors, largement là, pour le coup, il faudrait vraiment que vous puissiez regarder vos tableaux de contrôle sur les CIPS. En fait, les points CIPS, l'analyse du coût unitaire des points CIPS vous permet finalement de savoir si la cotation est bonne de vos soignants, en fait, hein, s'ils cotent bien leurs CIPS, ou alors si vous avez bien réparti correctement les ETPPS sur les différentes sections. Et ces tableaux de contrôle de 5.5 à 5.5, mais 5.5.5 à 5.5.7 permettent cette analyse-là. Donc, on a une analyse de la cotation CIPS par SAC et une analyse des charges de PS affectées, comme je venais de vous le dire. La résultante, évidemment, hein, de la cotation, enfin du nombre de points CIPS cotés des charges de PS affectées divisées par cette cotation va nous faire le coût unitaire. Donc là, on va analyser, pareil, le coût unitaire lui-même, mais aussi son écart avec N-1 et avec la référence. Alors, au niveau de l'analyse de ces CIPS, on voulait faire un petit focus sur le score retenu, en fait, CIPS. Donc, le calcul du nombre de points CIPS par jour provient, d'abord, les CIPS sont cotés selon la méthode Lamar, et le calcul du nombre de points CIPS par jour, c'est finalement, selon cette méthode, une cotation qui est effectuée chaque jour de la semaine. Et quelquefois, dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que vos soignants, ils vont coter une fois par semaine. Donc là, en fait, normalement, la méthode Lamar, c'est une cotation des points CIPS une fois tous les jours, pour les 3 catégories de CIPS, bien sûr. Et du coup, le score, enfin, le nombre de points CIPS et la cotation qu'on va retenir, c'est la cotation la plus fréquente de chaque catégorie dans la semaine. Par exemple, on vous donne un exemple hein, sur des soins de base, des soins techniques et soins relationnels qui auraient été cotés sur tous les jours de la semaine. On va retenir la cotation la plus fréquente de chaque catégorie. Pour la première catégorie, c'est la cotation 10 qui est la plus fréquente, c'est celle qu'on va retenir. Pour les soins techniques, c'est la catégorie 4 la plus fréquente, c'est celle qu'on va retenir. Et pour la dernière catégorie des points relationnels, ça va être la 20 qui va être retenue, etc. Et donc, dans le fichier 9, c'est ça qu'on va retenir, c'est la cotation la plus fréquente. Et ensuite, pour calculer du coup le score, ça va être par rapport au nombre de jours de présence dans votre RHS d'une manière hebdomadaire. Et donc du coup, la cotation va être multipliée par le nombre de jours de présence. Et c'est la cotation la plus fréquente qui est multipliée. Et donc du coup, on voit bien que là, le nombre de CIPS en score, eh bien forcément, c'est pas tout à fait le reflet de la vraie réalité cotée, puisque vous l'avez coté tous les jours différemment, mais là on prend la plus fréquente et on multiplie par le nombre de jours. C'est ça le score. Dans le tableau de contrôle partie 2, donc toujours le 5.5.5 partie 2, il va y avoir du coup la cotation va être amenée par journée. Donc on va avoir le nombre moyen de CIPS par jour de chacune des sacs. Et ça va nous permettre d'abord de regarder finalement la charge en soins moyenne par sac et de la comparer à la référence. Ce qui est intéressant justement pour pouvoir eh bien s'assurer qu'on est sur des cotations un petit peu, puisque le but c'est quand même de savoir si mon coût unitaire de points CIPS est cohérent. Je vais quand même regarder si ma cotation de points CIPS moyenne de ma SAC
elle est à peu près la même que celle de l'année dernière et ou à peu près la même aussi que la référence. Ça va permettre d'analyser finalement le niveau de prise en charge, le niveau de charge en soins de chaque SAC. Par exemple, ici, la SAC SSR polyvalent HC, la cotation, elle est stable entre N et N-1 à 24 points par jour en moyenne. Et elle était à 22 l'année précédente. Et puis, elle est par contre plus élevée que la référence qui est à 18. Est-ce que les prises en charge sont plus lourdes? Est-ce que du coup c'est dû parce qu'on a beaucoup de patients très lourds dans cette unité? Voilà. Et puis on peut aussi après décomposer via le tableau de contrôle 5.5.7 la répartition des points CIPS, la répartition finalement du niveau de cotation par type de points. Donc, les CIPS de base, on va avoir par exemple dans une SAC une majorité de cotation à 20 points ou une majorité de cotation entre 4 et 10, qui est notre cas pour le polyvalent adulte qui est encadré là, hospice complète. On a des CIPS de base en majorité entre 4 et 10, on a des CIPS techniques en majorité entre 4 et 10 et des CIPS relationnels entre 4 et 10. C'est donc finalement ça qui aboutit à ce qu'on ait une cotation globalement à 24 points, à 24 points par jour. Donc là, ce qu'on peut se demander, c'est effectivement quelles sont les prises en charge, et c'est ce que votre superviseur va vous demander, mais vous pouvez vous poser cette question tout de suite. Est-ce que mes prises en charge justifient, parce qu'elles sont lourdes, cet écart de nombre de points CIPS par jour plus élevé que la référence? Après, ça va conduire du coup à avoir peut-être un nombre de points CIPS, un score qui va être bien plus important. Et donc du coup, il faudrait que si j'ai évidemment une prise en charge plus lourde, il faudrait que j'ai plus de personnel soignant dans mon unité. Ça veut dire que normalement, ça ne devrait pas influer sur mon coût unitaire parce que j'ai dû mettre des effectifs soignants supérieurs puisque ma charge en soins est plus lourde. C'est pas toujours le cas et c'est pas aussi linéaire. Et donc, ça pourrait expliquer effectivement qu'on ait un coût unitaire inférieur à la référence. On va passer, voilà. Donc, c'est ce que je vous expliquais il y a 2 secondes, qui était dans le slide d'après. Le tableau de contrôle, là, pour le coup, calcule le coût unitaire du CIPS de chaque SAC. Et le compare à N-1 et à la référence. Donc, on a le score CIPS qui est encadré là en bleu. On a le montant des charges d'EPS qui est encadré en violet. Pour toutes les SAC, on va du coup avoir le montant des charges d'EPS divisé par le score CIPS de l'année qui va nous donner le coût CIPS de l'année. Donc là, pour par exemple, toujours notre polyvalent adulte hospice complète, la 3e ligne du tableau, on a 1 million de charges de PS en 2021, divisé par un score CIPS de 220 000 points CIPS, et on va arriver à 4,62 c'est ça, à 4,62 de coût unitaire en 2021, à comparer avec un coût de référence à 4,95. On n'est pas en gros écart, on est plus en écart sur les EVC-EPR et le digestif. On est en écart avec la référence de 34% à peu près, et puis en HDJ aussi, on le voit bien là, par rapport au système nerveux, avec un écart à la référence et entre N et N-1 qui est important. Donc là, pareil, on va essayer de creuser les évolutions du coût qui sont supérieures à plus ou moins 30% sont surlignées en jaune. Et on va essayer de voir pourquoi. Est-ce qu'on n'a pas correctement réparti les charges de personnel soignant sur les différentes SAC? Est-ce que ce sont les cotations qui sont pas tout à fait justes cette année? Il va falloir du coup l'analyser.
Voilà, donc là, après, les autres tableaux de contrôle, un petit peu comme l'analyse du coût journalier des stacks, hein, on va du coup, on va pouvoir aller voir, mais ça on l'a déjà vu tout à l'heure, mais c'est un exemple du coup sur la SAC SSR polyvalent, les charges de PS qui s'élèvent en jours aussi à 113 € par jour sont stables entre N et N-1. Le coût CIPS est à 4,62, proche de celui de N-1 et proche de la référence. Et du coup, on voit bien que c'est correct. On va avoir peu d'écart finalement pour cette SAC. On va passer à la slide d'après. Là, on parle de la SAC digestive, hein, dont je vous ai parlé il y a 2 minutes. Donc la cotation, là, on voit qu'elle est stable. On est à 9 points en fait par jour en moyenne. Mais bien plus faible que la référence, hein, à 18 points. Les prises en charge semblent moins lourdes que la moyenne nationale, avec des CIPS majoritairement à 1 point, les CIPS de base, techniques à 1 point, relationnels entre 4 et 10. Quelles sont les prises en charge dans cette SAC qui pourraient expliquer cet écart? Donc là, en digestive, ben, effectivement, il peut y avoir des prises en charge obésité qui n'ont rien à voir avec d'autres prises en charge de digestive plus lourdes, ce qui pourrait expliquer effectivement les CIPS relationnels entre 4 et 10 points et puis des CIPS de base et techniques extrêmement faibles. Donc voilà, on est sur là de l'analyse que vous pouvez vraiment faire largement vous, puisque vous connaissez vos activités bien mieux que nous, et donc là, vous pourriez tout à fait venir nous éclairer sur des choses comme ça. On va passer à la slide d'après. Donc là, on est sur toujours le même exemple. On va vite le passer parce que là, je l'ai quand même pas mal exploré. Voilà. Ici, alors, effectivement, après, quand on voit qu'on est en écart en coût unitaire de points CIPS, le but, c'est d'arriver à savoir si ça vient, comme je vous l'ai dit, des charges de personnel soignant qu'on aurait mal affectées ou de la cotation CIPS qui serait potentiellement erronée, sous-estimée, voilà. Ou en tout cas, qu'il faut peut-être revenir vers les soignants pour mettre en place une procédure, leur réexpliquer, peut-être qu'il y a eu du remplacement, des personnels qui ne savaient pas bien coter les CIPS. Le tout, c'est de faire des formations régulières et c'est peut-être ça, en fait, finalement, qui est la clé. Donc là, cette slide nous complète un petit peu cette analyse. C'est vrai que quand on voit que par rapport à la référence, les charges de PS sont cohérentes. Donc dans ce tableau de contrôle, on voit qu'elles sont cohérentes puisqu'on a l'écart en journée des charges de PS est quasiment identique et très très faible avec la référence. Et donc évidemment, on en conclut que c'est la cotation CIPS qui pourrait être sous-estimée et qui serait à analyser. Mais comme je vous le disais, dans le digestif, c'est vrai qu'on est sur des choses quand même très différentes dans les prises en charge en fonction de la pathologie. On va passer au slide d'après. Donc, on a un tableau de contrôle très intéressant là qui regarde la distribution du score CIPS du coup sur chaque SAC. Hein. Et qui permet de voir finalement quelle est la moyenne et la médiane des points CIPS moyen par SAC. Donc en fait là on se rend compte que par exemple pour le polyvalent, la médiane est égale à la moyenne à 24 points et qu'on a des prises en charge, certains RHA qui avaient que 3 points, donc le minimum qu'on peut avoir, hein, puisque en cotation 1, 4, 10, 20, si les 3 catégories de cibles sont cotées à 1, on est à 3 points, donc c'est vraiment, on est au minimum là, et puis que on a un maximum à 60, au moins un maximum à 60 points, donc là, une cotation maximum à 20 points pour les 3 catégories. Voilà, et donc on voit que la SAC digestif HC a une cotation moyenne à 9 points,
là, hein, et on avait 18 points pour la référence. Et on a 75% des RHA qui ont une cotation inférieure à 12 points, puisqu'on a une médiane à 12 points. Et donc, ça veut dire que 50% des RHA ont moins. Et on a le Q3 à 12 points aussi, ce qui nous donne que 75% des RHA ont une cotation inférieure à 12 points. Et donc 25% supérieur à 12 points, avec un maximum à 21 points. On va faire une petite pause peut-être si vous avez des questions. Je vois qu'il n'y en a aucune de posée. Avez-vous des questions? N'hésitez pas, hein, vraiment, parce que ça peut vraiment débloquer si vous vous posez déjà des questions sur votre validation en cours. Bon, on va continuer, on refera une petite pause dans un petit moment. Si vous avez des questions préparées, on pourra évidemment revenir sur l'analyse des SAC. On va passer à l'analyse des SMT. Donc les tableaux de contrôle de l'analyse des SMT sont sous le même schéma que les SAC, c'est-à-dire qu'on a un tableau de contrôle qui traite de l'activité, le 6.2. On a un tableau de contrôle qui va traiter du coût unitaire, le 6.1. Donc, et puis après, une sorte de détail, de zoom, de focus sur les charges qui ont été imputées sur ces différentes sections. Les unités d'œuvre qui sont dans le tableau de contrôle 6.2 sont issues de l'onglet DA, puisque vous avez déclaré dans l'onglet DA d'Arcane le nombre d'unités d'œuvre qui avaient été produites et consommées par les différents types les différents consommateurs. Et donc, du coup, ces unités d'œuvre que vous avez déclarées vont être remontées dans ce tableau de contrôle 6.2. On a dans ce tableau 6.2 la nature de l'UO qui apparaît aussi, que vous avez paramétré quand vous avez paramétré votre SMT. Donc, on est soit en ICR si on est en interne avec un paramétrage en mode de fonctionnement interne, soit en B, soit en passage. Ça peut être des unités d'œuvre différentes en fonction de la SMT qu'on traite. Et ça peut être aussi en montant sous-traité si on a paramétré sa SMT en sous-traitance, si on avait de la sous-traitance enregistrée en compte 611 de notre plan comptable. Donc, ce tableau de contrôle, il va permettre de contrôler la nature de l'UO qui a été saisie, si elle est bonne, par rapport à ce qui était attendu, en fait, pour une telle section paramétrée en mode de fonctionnement. Par exemple, sous-traitance, on s'attend à montant sous-traité, puis vous avez déclaré des ICL. Donc voilà, et dans ce tableau de contrôle, on va avoir le nombre d'unités d'œuvre qu'on avait déclaré l'an passé, donc avec l'évolution, et le nombre qui est consommé par le champ SSR, qui provient directement aussi de l'onglet DA, puisqu'on va déclarer par consommateur, et vous allez donc déclarer le nombre d'UO consommé par les séjours d'hospitalisation SSR, le nombre consommé par les consultations de SSR et éventuellement consommé par d'autres champs. On va passer à la diapo d'après. Donc le tableau 6.2 là, on le prend, on va prendre un petit exemple, par exemple la SMT, là on a laboratoire général. Le laboratoire général a un certain nombre de duos en montant sous-traité déclarés pour les séjours d'hospitalisation SSR. Donc ce 3154 € en fait va être repris dans le tableau de contrôle 6.2 en nombre duo SSR Arcane, 3154, on le voit, alors que l'année dernière, il y avait 2500. L'écart, donc, en duo, en pourcentage, pardon, est de plus 26% cette année.
Par exemple, si on prend le laboratoire général 22, on est toujours en sous-traitance paramétré, donc en montant sous-traité, en UO montant sous-traité, on est correct. Et on va avoir là 228 000 UO global, on le voit en total dans notre onglet DA, et c'est bien reporté de l'autre côté. Et on a en consommation SSR 2522 unités d'œuvre. Voilà, donc en fait on voit bien les évolutions là de l'activité globale et de l'activité SSR. En 6.4.1, on a donc pas du haut déclaré par exemple en fichier 10. On va avoir donc du coup un comparatif entre ce qui a été déclaré sur Arcane, l'onglet DA, et ce qui a été déclaré en détail consommé par séjour en fichier 10 Aramis. Et donc, on va voir via ce tableau de contrôle si on a oublié, par exemple, de déclarer des unités d'œuvre sur le fichier 10 Aramis. Par exemple, en échographie interne, là, en paramétré en unité d'œuvre ICR, on a bien le nombre duo de SSR d'Arcane qui a été déclaré pour 23 467 ICR. En revanche, on n'a pas dû faire de fichier 10 avec une consommation au séjour de l'échographie sur nos séjours de SSR, et donc ça apparaît dans le tableau de contrôle en écart. Et cet écart-là va générer évidemment une perte de toutes les charges qui ont été imputées dans cette section, puisque si vous avez imputé là, en l'occurrence, 47 376 €, ne vont pas être répartis sur les séjours de SSR, puisque on ne sait pas quel séjour. Ça veut dire que vous perdez 47 000 € dans le traitement. Voilà. Donc ce tableau de contrôle est précieux évidemment pour voir si on a bien déclaré et si on perd rien dans le traitement et qu'on a bien affecté au séjour la totalité des charges qu'on dit être consommées par les séjours SSR. On va passer. Donc, l'objectif là du tableau de contrôle 6.3, c'est du coup de regarder qu'on ait bien qu'on n'ait pas d'erreur en fait, hein, évidemment, entre ce qui a été déclaré sur l'onglet DA et ce qu'on avait en fait pareil en onglet 1DA dans l'année dernière. Donc du coup, on va regarder la répartition entre bénéficiaires, qu'elle soit à peu près la même entre n et n-1 dans les mêmes proportions, à moins qu'il y ait des raisons pour que ça change évidemment. L'arrivée d'un nouveau champ dans l'établissement qui a fait que effectivement, eh bien, le laboratoire ne travaille plus exclusivement pour le SSR, mais travaille aussi sur le MCO, parce qu'il y a une nouvelle activité MCO. Mais où il y a une augmentation d'une activité par rapport à une autre. En tout cas, on va essayer de voir quand il y a plusieurs champs qu'il y a une répartition à peu près stable, voilà, que c'est exhaustif aussi, hein, qu'on a bien déclaré la consommation d'unités d'œuvre sur tous les champs de l'établissement. Donc voilà, on va s'assurer un petit peu du taux de consommation par champ. Et enfin, du coup, alors le premier tableau de contrôle qui arrive sur la planche de tableau de contrôle 6 des SMT, c'est le calcul du coût unitaire. Le coût unitaire, comme pour les sacs, c'est la division du total des charges nettes plus LM, donc calculé de la même façon pour les sacs, divisé par le nombre d'unités d'œuvre qui a été déclaré en onglet 1DA d'Arcane. Donc, ce tableau de contrôle permet
de la même façon de regarder les évolutions de charge, les évolutions de nombre d'unités d'œuvre d'une année sur l'autre, et donc du coût unitaire d'une année sur l'autre, et de rapprocher ce coût unitaire de l'année de la référence. Comme pour les sacs, le coût unitaire va être détaillé sur plusieurs tableaux de contrôle et va donc permettre de creuser par cette décomposition de coûts les écarts ou évolutions éventuelles d'une année sur l'autre ou avec la référence. On va pouvoir du coup accéder, comme pour les sacs, à des détails qui sont dans les tableaux de contrôle et qui nous disent, voilà, c'est sur ce poste-là que porte l'écart en majorité, sur les charges médicales qui ont augmenté d'une année sur l'autre de plus 90%. Et donc, du coup, il va falloir évidemment creuser là-dessus pour que vous puissiez expliquer les atypies qui sont relevées. Après, donc, du coup, dans le slide d'après, je pense qu'il va y avoir l'analyse des atypies. Voilà. Donc les atypies qui vont être remontées sur ce fichier des atypies, c'est les coûts qui sont en écart de plus ou moins 50% avec la référence, c'est les coûts qui sont en écart de plus ou moins 40% à 50% et qui sont en écart avec N-1 de plus ou moins 30%. Et ce sont les SMT avec moins de 100 unités d'œuvre. Donc voilà, si on a des couleurs différentes en fonction de l'impact, du niveau d'impact que ça va pouvoir représenter. Évidemment, si la SMT représente plus de 10% des dépenses des SMT, c'est plus grave que si ça représente moins de 10% des dépenses de SMT. Alors, pour le SSR, il n'y a pas de fichier de coûts atypiques de SMT des actes CCM à renseigner, mais toutefois, évidemment, il faut l'expliquer à votre superviseur. Donc, il va falloir de toute façon l'analyser. Voilà. Et pour vous aider, on fait un petit plus de dire que le coût unitaire d'une SMT paramétrée en sous-traitance en UO montant sous-traité doit être égal à 1 euro, puisque on a en fait en numérateur les charges imputées, ce sont justement les montants en euros, divisé par le nombre d'UO qui est le montant en euros. Évidemment que le coût unitaire doit être égal à 1 euro. On va faire une petite pause là, peut-être sur avant d'aborder les LMLGG. Est-ce qu'il y a des questions sur les SMT en acte CCM? Bon, c'est vrai que le SSR est moins impacté par ces SMT parce qu'il y en a souvent moins en fait. Il peut y avoir des expos fonctionnels et quelques autres SMT, mais radiologie, etc. Mais bon, on est moins, il y a moins de montants quand même que dans d'autres champs. Donc on aborde l'ILM LGG structure de la même façon. On a un premier tableau de contrôle 10.1 qui calcule le coût unitaire du coût de chaque logistique et qui du coup se calcule par les charges nettes, donc qui sont imputées dans l'onglet 3SA moins les produits en atténuation, donc finalement l'onglet 4 produits, et moins les charges qui ont été déduites en onglet 5C Inde, puisque je vous rappelle que cet onglet 5C Inde traite des budgets annexes, des activités subsidiaires et éventuellement des MIG et hors études. Et donc, par rapport à des produits de ces activités-là, on est amené dans cet onglet à déduire des différentes logistiques les charges qui ont été consommées pour produire ces activités-là. Donc, ces charges déduites sont retirées des charges nettes de ces logistiques, charges nettes imputées en onglet 3SA, moins les produits en atténuation, donc moins ces charges induites. Donc ça, c'est nos charges nettes. Et puis, on va diviser par le nombre d'unités d'œuvre, de clés, qui a été déclaré en onglet 7 champs par
par champ d'activité. Et donc, du coup, là, on a après un coût unitaire qui ressort. Donc, dans ce tableau de contrôle, on a aussi la nature de l'unité d'œuvre qui est indiquée et qui va du coup se mettre surlignée en orange si cette nature de clé retenue n'est pas indiquée. Si elle est à définir, par exemple, quand on est en autre logistique médicale, il faut indiquer la clé qui n'a pas de clé préconisée forcément. Sinon, c'est la clé préconisée qui s'affiche dans l'onglet 7 champs et 7 logs. Et donc, à vous de la changer si ce n'est pas celle-ci que vous utilisez. On passe à l'onglet suivant. Donc là, je viens de vous le dire, donc l'onglet 5C1, il y a des charges indirectes de LM et de LGG qui seront déduites sur les budgets annexes, sur les activités subsidiaires, sur les MIC, sur les activités hors études, le cas échéant évidemment, en face des produits qui ont été réalisés sur ces activités-là. Donc, comment est calculée du coup la charge nette qui est retenue, c'est en bas d'onglet SA, on a le montant des charges moins des produits qui est indiqué pour chaque section. Donc là, on prend par exemple le service hôtelier. On a donc 3 421 600 qui est indiqué en bas d'onglet ou bien en onglet cap produit. Et on va avoir dans l'onglet 5 déduit sur cette section service hôtelier pour des prestations délivrées aux usagers et accompagnants pour 6 121 €. Et donc, ce sera retiré du 3 421 600. Là, donc, on est en onglet 7 champs. Le montant toujours pour le service hôtelier, le montant des charges nettes après déduction en onglet 5 s'établit à 3 415 000 et donc c'est ce qui est indiqué ici dans le total de l'onglet 7 champs. Et c'est ce total-là, en fait, qui va être retenu, en fait, donc en numérateur pour le coût unitaire. Et en face, donc là, vous avez déclaré des mètres carrés, des surfaces, en fait, que vous avez réparties sur vos différents champs de votre établissement. Donc là, on a un total de 19 629 mètres carrés qui vont être au dénominateur. Et c'est cette opération qui va donner le coût unitaire. Donc là, c'est le détail et le tableau de contrôle 10.1 permet de regarder d'une année sur l'autre l'évolution donc du coût unitaire. En l'occurrence, pour le service hôtelier, c'est augmenté de 10,80%. Voilà, donc quand on a un coût unitaire qui évolue, on se dit quoi? Ça peut être le numérateur ou le dénominateur. Donc le numérateur, c'est les charges nettes qui ont évolué. Le dénominateur, ce serait les mètres carrés qui ont évolué. C'est possible, les deux. Et donc on vient cibler ce qui a évolué. Là, pour ce cas de figure, avec une évolution du coût unitaire de 10,80%, on voit que c'est les charges qui ont évolué, les charges nettes qui ont évolué de 10% et donc qui ont augmenté de 400 000 €, enfin de 300 et quelques mille euros. C'est là-dessus qu'il va falloir travailler pour savoir pourquoi on a 300 000 € et quelques de plus dans le service hôtelier. Voir si c'est vrai, si c'est pas simplement parce qu'on a imputé quelque chose que l'année dernière on avait imputé ailleurs, ou parce que effectivement on a eu cette année des surcoûts dans le service hôtelier, ou bien on a voilà. Donc ça, tout s'explique, mais il faut creuser au bon endroit pour avoir la bonne explication qui va du coup
conforter cette augmentation pour votre superviseur. Dans ce tableau aussi, hein, il y a une analyse par rapport à une référence. On a un coût minimum, un coût maximum, on a un encadrement de coûts. Et donc, du coup, voilà, c'est pour vous se caler aussi avec ça, c'est plutôt intéressant. On a Q1 médiane Q3, ce qui fait que quand vous êtes dans cet encadrement, bon voilà, on est plutôt sur des choses qui sont courantes. Quand on dépasse, c'est tout à fait possible. Là, par exemple, on est au-delà en 2021 de Q3. Bon, il y a sûrement une raison, mais vous voyez, on a plus de charges imputées. Paf, ça y est, on passe dans plus de Q3 que Q3. Donc, on est quand même sur des montants élevés. Il va falloir quand même l'expliquer. On passe à la suivante. Désolée. Après, du coup, on va avoir un tableau de contrôle, le tableau de contrôle 10.2, qui va du coup nous donner d'une année sur l'autre ce qu'on a justement déduit dans les activités subsidiaires pour regarder un petit peu l'évolution de ces déductions-là. Parce que finalement, l'évolution du coût unitaire des logistiques, ça peut être, comme je vous l'ai dit, une variation des charges affectées, une variation du nombre du haut, mais aussi une variation des charges affectées aux activités subsidiaires dans l'onglet 5. Donc ça, c'est intéressant d'aller regarder ce tableau de contrôle 10.2 qui va du coup nous dire « Ah, mais cette année, eh bien, en service hôtelier, voilà ce qu'on a déduit. On a déduit 140 000 euros, alors que l'année dernière, on avait déduit 170 000 euros. » Là, effectivement, c'est pas forcément là, ce qui explique évidemment, hein, puisqu'on a moins déduit, on a effectivement un petit peu plus de charges, mais que 30 000 euros. C'est pas non plus ce qui explique nos 300 000 euros d'écart. On a après des tableaux de contrôle qui font focus sur le nombre de repas, donc la restauration, et le nombre de kilos de linge lavé, donc la blanchisserie, pour pouvoir en fait vérifier la cohérence des nombres de clés du haut que vous avez déclarés sur vos différentes sections et aussi par champ. Donc, par champ et en plus fin par SA. Ça permet effectivement là de se comparer surtout avec une référence et pour les nombres de repas aussi, s'assurer qu'on a bien déclaré 2 repas par jour, le repas de midi et le repas du soir quand on est en HC, et non pas qu'on a déclaré des petits déjeuners, des goûters, etc., ce qui n'est pas du tout la règle de l'ENC. Donc la règle de l'ENC, je le rappelle, hein, c'est 2 repas par jour pour l'HC et 1 repas pour l'HDJ, éventuellement d'ailleurs, hein, c'est pas une obligation, mais en tout cas, on ne compte que les repas déjeuner et repas du soir dans l'ENC. Ce qui fait que quand on dépasse 2, qu'on a 3 repas par jour, bah, c'est qu'il y a un problème dans la déclaration, évidemment, du nombre de repas qui est dans l'ENC, donc dans l'onglet 7 champs et 7 logs. Donc là, par SA, on a le détail donc du tableau partie 2 que lorsqu'on a renseigné en détail l'onglet 7 log sur la restauration. Si on ne l'a pas renseigné, on ne peut pas avoir le détail. Il y a aussi, là, on voit bien une sorte de concordance qu'on attend entre le 7 champ et le 7 log. On voit que là, c'est pas très concordant parce que on n'a pas le même nombre de repas au total de chaque côté. On a 226 000 repas dans le détail et on a 292 000 repas dans le total. Alors évidemment, après, on peut avoir sur d'autres SA
que les sacs en nombre de repas. Là, on fait un zoom finalement sur les sacs quand on est en partie 2. On va passer à la slide d'après. On a un dernier tableau de contrôle général hors SSR qui porte sur les consultations externes et qui est du coup sous le même mode que les SAC et les SMT et tout, c'est-à-dire on calcule un coût unitaire via le total des charges nettes plus LM divisé par un nombre d'unités d'œuvre. Le nombre d'unités d'œuvre est ce que vous avez déclaré en onglet DA d'Arcane et les charges nettes sont issues de l'onglet 4 produits, plus les logistiques médicales ajoutées, et qui sont issues de l'onglet 7 log. Du coup, on va passer à la slide d'après, je pense directement. On a un détail des coûts unitaires décomposés par type de charge de la même façon que pour les sacs. C'est les tableaux de contrôle 13.3, 1, 2, etc. 5, 6. Voilà. On va passer à la slide d'après. C'est exactement la même chose, donc je ne vais pas le refaire. On a du coup ajouté cette année, alors c'est le tableau de contrôle 13.8 et non pas 12.8, un tableau de contrôle supplémentaire qui permet de contrôler un petit peu la cohérence à la fois du nombre de consultations que vous avez saisies, parce qu'on n'a pas tellement d'autres moyens de le faire, et du nombre d'ETP que vous avez saisi dans l'onglet ETPR. C'est-à-dire un nombre de TP évidemment affectés dans les sections, là où les sections de consultation SSR. Donc là, en fait, dans l'onglet DA, vous avez l'exemple là de 1488 consultations. Pour un nombre de TP médecins de 0,58 ETP. Et on va évidemment se dire, tiens, s'il y a 0,58 ETP et qu'il y a 1488 consultations, tiens, combien un ETP produit de consultations? Donc là, on a un calcul du nombre de consultations par ETP-PM et qui va du coup être calculé. Et là, on s'aperçoit que le nombre de consultations par ETP-PM serait de 1566, c'est-à-dire que dans une année, un ETP-PM va faire 2566 consultations. Est-ce possible? C'est là où on peut ramener au nombre de jours, par exemple. Donc, si on divise par à peu près 220 jours, sauf les week-ends, etc., où il n'y a pas de consultation, voilà. Combien ça fait de consultations? Est-ce que ça fait 10 consultations, 20 consultations par jour? Et là, ramener comme ça, c'est vrai qu'on a une tendance à se dire, ah bah tiens, c'est cohérent ou c'est pas cohérent, parce qu'on sait qu'un médecin, il peut pas faire forcément 200 consultations par jour. Voilà, donc on a dans la tête quelque chose qui va vous parler pour la cohérence et qui va nous parler à nous aussi d'ailleurs. Voilà. Et puis donc dans le TDC partie 2, on aura les données de N-1 pour se contrôler. Voilà, je pense qu'on a terminé sur cette slide et on va pouvoir passer au focus SSR. Je vous propose de poser vos questions, hein, là encore, si vous en avez, vraiment n'hésitez pas. Sinon, on continue. Je te laisse la parole, Quentin. Oui, alors du coup, je vais continuer cette présentation en faisant un focus sur les coûts des sections SSR. Donc, à commencer par les plateaux de rééducation. Donc, en fait, tout ce qui est plateau, donc, ça correspond au TDC 7. Donc, de la même manière que les SAC et les SAMT, on va avoir un TDC 7.1 qui nous permet de voir l'évolution des coûts horaires des différents plateaux. Donc, comment est calculé ce CTH? Donc, il est calculé à partir du total des charges nettes plus LM. Donc, là, encore une fois, comme les SAC et les SAMT.
Sauf que cette fois, ces charges vont être divisées par le nombre total de minutes de l'onglet 1DA converti en heures, ce qui nous donnera donc notre CTH. Donc c'est bon pour ce slide. Pareil, on a remis un petit exemple de comment sont calculées les charges nettes plus LM. Donc, comme vous pouvez le voir, on a 150 877 € issus de l'onglet 4 produits. On n'a pas de produits déduits, donc du coup, les charges nettes sont égales aux charges brutes dans ce cas-là. Vont venir s'additionner du coup des charges indirectes de LM qui vont être affectées en onglet 7 log, à savoir de LM pharmacie, donc 2267 €, de génie biomédical 789 € et de hygiène et vigilance 76 €. On peut passer. Donc sur un total de 3132 €. Donc tout ça, ça va nous donner un coût total de notre plateau kiné de 154 009 €, comme vous pouvez le voir donc dans l'onglet dans le TDC 7.1. Donc ici, les évolutions NN-1 et les écarts par rapport à la référence des CTH devront être analysés. Donc là, par exemple, dans le cas de notre plateau kiné, on a un CTH qui augmente fortement, donc de 88%, et qui devient très supérieur à la référence de 263%, en raison, donc ici, de la hausse de nos charges nettes plus LM. C'est bon pour cette slide. Donc si on fait un focus sur l'évolution de ces charges nettes plus LM, donc on voit qu'elles augmentent de 60 000 €. Donc pour pouvoir aller un peu plus loin dans notre analyse, on va remonter à l'onglet 3SA, qui va nous permettre de voir finalement sur quel compte provient cette évolution. Donc là, on voit que dans ce cas de figure, on a le compte 6283 nettoyage de l'extérieur qui augmente de 43 000 €, ainsi que le compte de charge de PA qui augmente de 14 000 €. Donc là, on voit bien que l'évolution globale de 60 000 € des charges nettes sur ce plateau provient bien de ces deux comptes-là. Et du coup, on va devoir approfondir investiguer pour voir pourquoi ces évolutions. On peut passer. Alors du coup, là, on a vu d'où proviennent les charges nettes plus LM de notre CTH. Maintenant, on va voir d'où proviennent les minutes converties en heures pour calculer CTH. Donc en fait, elles proviennent de l'onglet 1DA d'Arcane, qui totalise les minutes d'utilisation du plateau, donc à savoir les minutes produites pour les patients hospitalisés CCR, plus les minutes produites hors hospitalisés CCR, pour des patients extérieurs. Donc là, on voit par exemple que pour notre plateau balnéo, on a 44 031 minutes au total, soit 734 heures, dont 676 heures pour les patients hospitalisés SSR. Donc ça, c'est ce qui a été saisi en onglet 1DA et qui a ensuite été converti en heures dans les tableaux 7, notamment le 7.2 où on voit l'évolution de l'activité pour les patients hospitalisés SSR entre N et N-1. Donc cette fois, si on fait un petit focus sur le TDC 7.2, on va pouvoir voir l'évolution d'activité des différents plateaux entre N et N-1, donc encore une fois bien converti en heures. Donc si on prend l'exemple du plateau ergothérapie, dont les heures diminuent de moins 28%, on va pouvoir trouver plusieurs explications potentielles à cette baisse d'activité. Ça peut provenir soit d'une diminution réelle d'activité du plateau, comme une fermeture du plateau pendant une période de l'année ou encore une absence de l'ergothérapeute. Donc ça, il faudra bien apporter une explication dans ce cas-là. Ça peut aussi provenir d'une erreur de report des minutes du fichier 11 en onglet 1DA. Donc ça, on le verra après, c'est sur le TDC 7.3. On verra s'il y a une erreur là-dessus. Ou ça peut venir également d'un problème de localisation des actes erreurs dans le fichier 11, qui pourrait être non exhaustive. Donc là, on pourra aller un peu plus loin sur l'analyse de la localisation des actes grâce au TDC 8.4 qu'on va présenter en slide 66, ou encore sur les TDC 2.10.2, 2.10.3 qui permettent de voir en fait, de contrôler toute l'exhaustivité et la cohérence des codes modulateurs sur les plateaux concernés. Et ça a été étudié du coup en webinaire 1 en slide 88. C'est bon pour cette slide.
Donc le TDC 7.3, il permet de contrôler la concordance des minutes des différents plateaux entre fichier 11 et les reports qui ont été faits en onglet 1DA d'Arcane. Et donc, derrière ça, l'impact des écarts sur la valorisation des actes. Donc là, on a deux cas de figure. Donc un cas de figure où les minutes déclarées dans l'onglet 1DA sont supérieures de 3000 heures par rapport au fichier 11. Donc, ce qui va entraîner en fait une sous-valorisation des RHA, et 60 000 euros, 61 000 euros vont sortir des coûts de l'étude. Donc là, c'est vraiment des coûts qui seront complètement perdus du traitement. À l'inverse, on a le cas du gymnase où les minutes recueillies en fichier 11 sont supérieures à celles déclarées en onglet 1DA. Donc là, du coup, on a 364 heures en plus, ce qui va entraîner une survalorisation des actes de 96 000 euros à peu près, qui seront répartis en plus sur les séjours. Donc ici, on va vraiment, dès qu'on aura un écart, même assez faible, on va systématiquement soit vous de corriger, soit on va nous vous demander une correction. Alors, donc de la même manière que les SAC et les SMT, on a toute une série de TDC, donc les 7.4 à 7.7, qui permettent d'analyser toute la décomposition du coût horaire de chaque plateau par type de charge. Charge de personnel, charge médicale et les autres charges et LM. On pourra du coup voir toutes les évolutions par rapport à N-1 pour les différents types de charges et les écarts par rapport à les références. Donc là, si on fait un focus sur le 7.7.1, on peut voir en fait finalement ici la décomposition des charges sur le plateau balnéo. Donc pour rappel, les charges attendues, les charges directes attendues en onglet 3SA sur ce plateau sont eau, électricité et chauffage. Donc on voit dans le tableau qu'on a 203,7 euros de LGG hôtelier, service hôtelier, en onglet 3SA, donc ça correspond à ça. On attend aussi également des charges d'entretien immobilier, voire des produits d'entretien. Donc ça va correspondre dans le tableau aux 2 euros d'LGG entretien maintenance. Et enfin, des dotations amortissements des constructions, si concernées, ou des loyers relatifs à la balnéo. Ça va correspondre aux charges directes de structures immobilières, voire des intérêts d'emprunt de structures financières. Alors, le TDC 7.8 permet de faire un focus sur les plateaux en atypie. Donc, on va recenser deux types d'atypie, soit une atypie de CTH élevée, dans le cas où le coût d'un plateau représente plus de 50% du coût d'un RHA hors structure, ou encore une atypie de faible utilisation d'un plateau, donc moins de 52 heures par an. Donc là, il convient de travailler sur ces atypies, donc là, qui ressortiront dans les fichiers CSV. Donc on a deux exemples. Sur le plateau locaux de simulation d'espace de vie, il a été utilisé moins de 52 heures. Dans le tableau, ça ressort en minutes, donc il faudra bien les convertir. Donc là, on a 60 minutes, soit 1 heure d'utilisation. Donc il peut s'agir soit d'une réelle sous-utilisation du plateau, ou alors d'un problème de localisation des actes. Et on a, donc à autre cas de figure, la balnéo, donc qui a un CTH très élevé, donc de 620 euros, qui impacte le coût de 21 RHA, donc 2 en HC et 19 en HP. Donc là, pareil, il faudra travailler sur les données pour expliquer la Tipeee ou éventuellement faire des corrections sur peut-être sur le suivi au séjour ou sur les charges ventilées. C'est bon pour cette slide. Alors, focus sur les PTS, donc plateaux techniques spécialisés. Donc, il existe 6 PTS que vous devez paramétrer si vous remplissez les différentes conditions détaillées dans le bulletin officiel de mai 2021. Donc, on va voir la balnéo, l'isocinétisme, etc. Donc, 6 plateaux au total. Sur le NC 2021, ont été créés des codes modulateurs de technicité qui sont en lien avec ces PTS. Par exemple, pour la balnéo, on a en fait pour l'année 2022 l'utilisation d'un code QM sur le M1 et le M2. Puis à compter du M3 2022, c'est soit la balnéo utilisera une extension A4 s'il ne s'agit pas d'une balnéo PTS, soit elle continuera d'utiliser un code QM qui devient du coup vraiment spécifique au plateau PTS, au balnéo PTS. C'est bon pour cette slide. On va peut-être faire. On avait prévu de faire un petit temps de pause ici à ce niveau-là, au niveau des plateaux, si les établissements ont des questions.
notamment peut-être sur les PTS ou sur les codes modulateurs de technicité ou autre chose en rapport avec les PTS ou même sur d'autres points qu'on a abordés avant sur SAC et SAMT. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, visiblement, on a pas encore de questions. Donc, on va continuer sur les métiers. Donc, les métiers qui correspondent à toute la série de tableaux 8, notamment le TDC 8.1, qui permet de calculer le coût horaire par métier. Donc, le coût horaire par métier va être calculé à partir des charges nettes, donc les montants des charges nettes PSP, APM, plus permanence des soins, etc., etc., divisé comme pour les plateaux par le nombre total de minutes de l'onglet 1DA converti en heures. C'est bon ici pour cette slide. Donc là, de la même manière, on va avoir du coup un report on va avoir du coup le calcul des charges nettes issues de l'onglet 4 produits. Donc ici, par exemple, pour le masseur kiné, 213 660 € de charges brutes. On n'a pas de produit déduit. Du coup, nos charges nettes seront du même montant. Donc de la même manière que les plateaux, on aura en onglet 1DA du coup des minutes hospitalisées CCR à renseigner, voire éventuellement des minutes consommées par des patients extérieurs. Donc là, une fois que vous avez rempli ça en onglet 1DA, on aura l'équivalent converti en heures dans le TDC 8.2, donc soit 496 000 et quelques minutes, qui feront au total 8200 et quelques heures, dont 8000 heures pour les patients hospitalisés SSR. On retrouvera dans le TDC 8.2. On aura à la fois le total des heures et à la fois les heures consommées par les hospitalisés SSR. Donc, le TDC 8.2, il permet d'analyser l'évolution d'activité des métiers par rapport à N-1. On pourra par exemple analyser la diminution des heures de 29% sur le métier diététicien. Donc, il peut provenir, encore une fois, soit d'une erreur de report des minutes du fichier 11 en onglet 1DA, donc ce sera corrigé impérativement, soit par exemple d'une diminution réelle de l'activité du métier, pourrait provenir soit d'arrêt maladie, soit de diminution d'activité de l'établissement, par exemple. Donc là, comme pour les plateaux, on a un TDC 8.3 qui permet de voir l'exhaustivité des UO déclarés en onglet 1DA par rapport au fichier 11 Aramis. Et donc, derrière ça, l'impact des écarts sur la valorisation des actes. Donc là, on a encore une fois deux exemples. L'exemple du métier kiné, dont les minutes dans l'onglet 1DA d'Arcane sont supérieures aux minutes du fichier 11. Les actes vont être ici sous-valorisés et presque 27 000 € vont être sortis des coûts de l'étude. À l'inverse, sur le métier psychologue, on va avoir des minutes déclarées en onglet 1DA qui vont être inférieures au recueil en fichier 11, ce qui fait que les actes vont être survalorisés et 23 000 € seront répartis en plus sur les séjours. Donc là, il faudra impérativement faire une correction. Alors les TDC 8.4, c'est un peu petit, j'espère que ça arrive un peu à voir quand même. Les TDC 8.4, c'est ce qui va nous permettre de voir en fait la localisation des actes. Donc pour chaque intervenant, on va avoir les actes localisés sur tel ou tel plateau. Le TDC 8.4.1, ce sera déclaré en heures passées, donc c'est les minutes converties en heures. Alors que sur le 8.4.2, on va raisonner en nombre d'actes codés. On va croiser les deux informations les deux tableaux pour faire nos analyses. Donc là, si on prend un petit exemple, donc on va vérifier l'adéquation entre les métiers et les plateaux et éventuellement corriger la localisation des actes. On voit ici que pour le diététicien, il intervient essentiellement hors plateau et sur le plateau cuisine. Le psychomote essentiellement sur le plateau psychomote. Donc là, c'est cohérent, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc ce tableau, il peut faire ressortir une sous-utilisation de certains plateaux, ce qui sera confirmé ou non par l'établissement.
Le TDC 8.5, il va mettre en relation plusieurs choses. Donc, le codage, le minutage, les taux d'activité théoriques et les coûts horaires des différents métiers de rééducation. Donc, un taux d'activité, pour rappel, c'est calculé à partir des minutes de l'onglet 1DA converti en heures, divisé par le nombre de TPR fois 1607. Du coup, un taux d'activité élevé peut traduire plusieurs choses, soit un surminutage et ou un surcodage et ou un ETP sous-estimé. Donc là, il faudra contrôler les activités transversales. Donc un taux d'activité élevé entraîne un coût horaire faible et donc un coût d'intervenant sous-évalué potentiellement sur les séjours. Et l'inverse pour un taux d'activité faible qui peut provenir soit d'un sous-minutage et ou d'un sous-codage et ou d'un ETP surestimé. Donc là aussi, il faudra vérifier les activités transversales. Donc là, inversement, du coup, un taux faible entraîne un coût élevé et donc un coût d'intervenant potentiellement surestimé. On a deux exemples. Un premier exemple sur le métier kiné. Donc là, on voit qu'on a un taux d'activité qui est très élevé, donc de 125%. Donc, il pourra résulter, donc, comme on disait juste avant, soit d'un surcodage et ou d'un surminutage. Sauf qu'ici, on voit que le nombre d'actes par ETP, il semble cohérent. Il a moins 10% par rapport à la référence. Donc, on estime qu'il n'y aurait pas de surcodage, mais éventuellement peut-être un surminutage. Après, il pourrait aussi s'agir de présence de stagiaires non rémunérés. Des stagiaires qui auraient pu coder des actes, et vu que c'est des stagiaires, du coup, ils n'ont pas été rémunérés, donc on a des minutes dans le fichier 11 sans être payé. Il faudra aussi s'assurer du coup que le retraitement des activités transversales n'est pas surestimé. Parce que du coup, si trop d'activités transversales ont été retraitées, du coup, le TP en face sera faible, et donc le taux forcément sera élevé. Là, dans ce cas-là, on voit que le taux d'activité de 125% entraîne un CTH faible de 26%, donc moins 30% par rapport à la ref, et donc potentiellement un coût de métier kiné sous-évalué sur les séjours consommateurs. Donc à l'inverse, si on prend l'exemple de l'éducateur sportif, donc là on a ici un taux d'activité assez faible de 48%, donc qui pourrait cette fois résulter d'un sous-codage et ou d'un sous-minutage, pardon. Là on voit que dans ce cas-là, le nombre d'actes par ETP il est faible, moins 66% par rapport à la référence. Donc là on pourrait conclure qu'il y a potentiellement un sous-codage. Il faudra aussi s'assurer que le retraitement des activités transversales n'est pas sous-estimé. Et du coup, s'il est sous-estimé, ça veut dire que du coup, on a encore trop d'ETP sur le métier, et donc il faudra retraiter les activités non codables au César sur les sections correspondantes. Donc là, dans ce cas-là, le taux d'activité faible entraîne un CTH élevé de 50 €, et donc des actes, un coût d'éducateur sportif potentiellement surévalué. Et enfin, le TDC 8.6, le coût théorique des métiers libéraux hors vacataires. Donc en fait, ce TDC il permet de rapporter le total des honoraires des intervenants libéraux hors exploitation, donc déclarés en onglet 2, au total de leur minute de l'onglet 1DA, toujours converti en heures, afin de vérifier la cohérence du coût théorique. Donc là, on voit ici que le CTH il est faible, à 11,54 €, ce qui pourrait traduire soit un surcodage et ou surminutage, soit un recueil des honoraires exploitation non exhaustive, soit peut-être une erreur dans les onglets 1DA, soit une erreur dans les deux en fait, onglet 1DA et ou de Ono d'Arkane. Voilà pour les métiers. Donc maintenant, on va aborder les sections d'analyse spécifiques et nécessaires, donc ça va savoir le parc roulant et l'atelier d'appareillage et de confection, donc qui correspond au TDC 9. Donc là, même principe que pour les plateaux, le calcul du CTU des sections spécifiques et nécessaires donc, se fait à partir des totals des charges nettes plus LM, onglet 4, plus charge indirecte, onglet 7 log, divisé par le nombre total de minutes de l'onglet 1DA. Ce qui va nous donner notre CTU pour... voilà, notre CTU. C'est bon pour cette partie. Donc là, toujours pareil, petit exemple sur l'atelier d'appareillage. Donc là, on voit qu'on a un total de charges nettes de 25 740 €, issu de l'onglet 4 produits, auxquels vont s'additionner 1457 €
de charge indirecte de cette log, de charge de LM. Donc de pharmacie, etc., génie biomédical, etc. Soit un coût total pour notre atelier d'appareillage de 27 198 €. Donc là, toujours pareil, hein, les évolutions N-1 et les écarts par rapport à la référence doivent être analysés. Donc, même principe que pour les autres sections, on aura les TDC 9.4 à 9.7 qui vont permettre d'analyser la décomposition du coût du unitaire de chaque section interne par type de charge. C'est que les évolutions par rapport à N-1 et les écarts par rapport à la ref. Donc, c'est toujours le même principe. Donc là, on voit qu'on avait des coûts assez faibles par rapport à la référence de moins 58 et moins 37%, donc qui seront analysés. Voilà. Là, pour toujours sur notre section atelier d'appareillage et de confection, donc les minutes qui ressortent dans le TDC 9.1 proviennent donc de l'onglet 1DA, donc du total des minutes pour hospité CCR et du total des minutes par hospité CCR. Donc soit au total presque 36 000 minutes. C'est bon pour cette slide. On va avoir également donc, les TDC 9.2 et 9.3 qui permettent de contrôler la concordance des JO déclarés entre Arcane et Aramis. Donc là, on a le 9.2 pour l'atelier d'appareillage, donc il va permettre de mettre en lien à la fois donc, dans Arcane 1DA, hospité CCR, les JO déclarés, avec les JO déclarés en fichier 11 et ou 13. Pareil pour le TDC 9.3, donc cette fois pour le parc de matériel roulant. Donc là, on pourra voir en fait finalement s'il y a des écarts entre les JO déclarés en anglais 1DA et les JO déclarés en fichier 12 Aramis. Donc là, on voit que dans ce cas-là, on n'a pas d'écart ni sur l'atelier ni sur le parc roulant. Donc là, il n'y a pas de souci. Si il y avait des écarts, évidemment, il aurait fallu apporter des corrections. Donc les TDC 9.8 recensent la distribution des minutes des actes César, donc fichier 11, et des minutes hors acte César, donc fichier 13, sur les rachats. Donc on va avoir du coup toute la distribution des minutes par type de métier, avec du coup les minutes minimum, moyenne, médiane, Q3 et maximum. Donc là, il faudra travailler sur ces atypies s'il y en a. Là, on voit par exemple qu'on a une durée d'acte pour l'orthoprothésiste max de 720 minutes. Donc là, il faudra analyser la cohérence de cette durée qui semble élevée, enfin qui est élevée, et éventuellement apporter une correction dans le fichier 11 si besoin. Donc, le TDC 9.9 permet de contrôler la cohérence des clés en montant sous-traité déclarées en onglet 1DA et le montant réellement affecté à la SA. Donc là, on est vraiment sur un focus sur les SA typés externes. Donc là, on voit par exemple que pour les parcs de roulant externes, on va avoir 22 000 UO déclarés en onglet 1DA d'Arcane pour les patients hospitalisés CCR. Avec 20 000 € de charge nette en onglet 6CD. Soit un écart entre les UO et les charges nettes de 2 000 €. Et enfin, à la fin, si on a des charges de location dédiées en fichier 2, suite au séjour en fichier 2 qui ont été déclarées en onglet 6CD, le montant et le taux de suivi seront renseignés à cet endroit-là en fin de tableau. Et enfin, focus sur les activités spécifiques externes en atypie. Donc en fait, le TDC 9.10 va contrôler que les SA ayant un mode de fonctionnement externe n'ont pas d'UO recueilli en fichier 11, 12, 13. Pour rappel, le fichier 11, 12, 13, c'est vraiment pour les SA typés internes, 11 et 13 pour atelier d'appareillage interne, 12 pour parc roulant interne. Donc si c'est le cas, c'est soit qu'il y a un problème de paramétrage,
qu'il faudra du coup par exemple corriger le paramétrage de la section pour le mettre en mode de fonctionnement interne, ou alors qu'il y a une erreur dans le recueil Aramis qui est incorrecte. Donc dans tous les cas, une correction sera attendue, soit sur le mode de fonctionnement, soit sur Aramis. Donc voilà pour le focus sur les coûts SSR. Donc encore une fois, si vous avez des questions. Peut-être partager une question qui a été posée sur le chat et non pas sur le module QR, Ah, mais sur le chat il y a eu une question donc pour les plateaux tous les PTS en fait la question était est-ce que on doit imputer des charges indirectes d'entretien d'eau d'énergie comme pour la balnéo comme on fait pour la balnéo, donc la réponse est non. Si on fait ça pour la balnéo, c'est justement parce que la balnéo on a envie d'avoir le coût complet de la balnéo finalement dans la SAMT balnéo. Et ce n'est pas le cas pour les autres plateaux. Donc on n'impute évidemment pas ni l'eau, ni l'électricité, ni l'énergie sur les autres PTS. Mais bien sûr, sur le PTS balnéo, on fait de la même façon que pour la balnéo piscine hors PTS. Hein. La balnéo, qu'elle soit PTS ou pas, elle porte les charges d'entretien d'eau, électricité, chauffage. Mais effectivement, comme dit Marie, pas les autres PTS. De la même façon qu'on le fait quand ils ne sont pas PTS. Donc s'il y a d'autres questions, il ne faut pas hésiter. Bon, je reprends sur les GME. Du coup, l'analyse de coût des GME. Alors du coup, finalement, la finalité de vos travaux INSEE, donc les GME. Donc là, on aura en fait tous les TDC 12 qui vont permettre d'analyser et de contrôler les coûts moyens journaliers des GME, notamment le TDC 12.6 qui liste les GME par sac. Donc soit il y a une présentation des 20 premiers GME, soit une liste complète. Donc ce TDC il présente le CASMIX par sac en poids de RHA. Donc l'objectif du TDC 12.6, ça va être de vérifier la cohérence du CASMIX avec la spécialité de la SAC. Donc là, on voit que par exemple, dans ce cas-là, on a une SAC polyvalent HC en vert. Donc les GME sont de classification majeure diverses dans cette SAC, donc ce qui est plutôt cohérent avec la spécialité polyvalent. À l'inverse, on va avoir une SAC digestif HDJ. Donc là, on a un seul, enfin 100% des RHA sont dans un GME de classification majeure 10 obésité, donc ce qui est cohérent avec le découpage de digestif HDJ. Ensuite, le TDC 12.7, donc qui permet de vérifier l'évolution NN-1 et l'écart N par rapport à la référence du coût moyen journalier par GME. Donc là, on aura plusieurs notions, plusieurs données sur ce tableau, notamment la dispersion du coût de l'établissement, qui est calculée en divisant l'écart type du coût brut moyen N par le coût brut moyen N, et qui du coup après on traduit en pourcentage. On va avoir un indicateur de fiabilité par rapport aux données du GME, donc il peut être soit bon, soit correct, soit mauvais. Donc les fortes variations d'une année sur l'autre doivent être justifiées dans le RS, elles seront soulignées en jaune, elles seront analysées du coup par les établissements, et du coup ces écarts pourront résulter de spécificités de prise en charge par exemple, ou encore d'anomalies sur lesquelles il faudra apporter des corrections ou des explications. C'est bon pour cette slide. Donc dans le TDC 12.7, le CTMJ du GME ressort en atypie. Donc dans tous les cas, pour les GME ayant un nombre de journées supérieur ou égal à 30, ensuite, soit si l'évolution en N-1 du CTMJ est supérieure à plus ou moins 30%, donc là, la cellule est en fond jaune. Du coup, si l'écart N par rapport à la référence du CTMJ est supérieur aussi à plus ou moins 30%, donc la cellule est également en fond jaune.
sauf si l'indicateur de fiabilité du référentiel est mauvais. Donc là, la typie ne ressortira pas. C'est bon, cette slide. Le TDC 12.8, donc, ça présente le nombre de RHA avec un coût de brut journalier très faible, inférieur à 100 €, ou très élevé, supérieur à 1 000 €. Donc là, on va identifier les atypies de coût sur ces RHA. Donc ensuite, soit il faudra apporter des corrections s'il y a vraiment des anomalies d'imputation, ou soit il faudra les expliquer s'il y a peut-être des spécificités de prise en charge. Donc là, on a deux lignes dans le TDC, soit les rachats avec journée de présence, ou encore les rachats avec, sans journée de présence, pardon, comme une sortie le lundi, par exemple. Donc dans ce cas de figure, on a 64 rachats sans journée de présence qui ont un CTMJ inférieur à 100 € et 1530 rachats avec un CTMJ supérieur à 1000 €. Donc les rachats dont le CTMJ sera typique sont à identifier et à analyser. Donc ça, vous pouvez le faire via Visual ENC. Donc dans Visual ENC, vous pourrez donc identifier les rachats en anomalie. Il faudra contrôler du coup si ces anomalies proviennent de particularités de l'établissement des prises en charge, ou encore si ça provient d'anomalies à corriger. Donc comment expliquer les atypies des CTMJ? Donc là, on va avoir des tableaux 12-9, donc dans lesquels on aura toute une décomposition des coûts des GME par type de charge, en poids et en coût moyen. Donc là, par type de charge, ce sera des charges cliniques, des charges directes, des charges de plateau, de métier, etc. Donc en fait, les tableaux nous permettront de cibler les postes en écart et donc de voir d'où proviennent les évolutions par rapport à N-1 et où les écarts par rapport à la référence. À la suite de ces tableaux, on va pouvoir identifier d'où proviennent finalement les postes en écart, et donc on va pouvoir retourner sur les TDC appropriés. Si par exemple l'écart de CTMJ provient des charges cliniques, je vais pouvoir retourner sur mes tableaux 5 pour approfondir mon analyse sur les sacs. Et enfin, on va identifier finalement les explications sur le terrain avec, encore une fois, les pratiques, les spécificités de l'établissement, ou encore corriger éventuellement les imputations, donc les 3SA, ou le suivi au séjour, etc., si les anomalies proviennent du traitement. Donc si on prend un exemple d'analyse de CTMJ, donc là on va avoir le GME 01 15 à 0 qui est en évolution significative par rapport à N-1, donc de plus 106 €, plus 31%. Donc en fait, c'est du coup l'évolution du CTMJ provient des charges cliniques, donc de plus 75 €, plus 44%, et ainsi que des charges de LGG, donc plus 32 €. Donc là, on voit que du coup, l'évolution en montant du coût moyen journalier provient vraiment de ces deux postes, donc des SAC et des LGG. Donc là, on va aller dans les coûts unitaires de la SAC concernée, le TDC 5.1.1, et dans les coûts des LGG, donc TDC 10.1. Mais pour pouvoir identifier sur quel SAC provient la typie, on va utiliser le tableau 12.6. Donc pour voir en fait finalement dans quel sac sont passés les rachats de ce GME. Donc là, on va chercher donc à identifier d'où proviennent entre guillemets les rachats du GME 0115 à 0. Donc là, on voit que tous les rachats en fait sont dans la SAC neuro pédiatrie HP, la SAC sur la gauche. Ouais, donc cette SAC-là, neuro-pédiatrie HDJ. Donc là, ce qui va nous permettre de remonter dans l'état TDC 5, plus précisément le 5.1.1, sur l'évolution du coût journalier par SAC. Donc là, pour rappel, on avait une évolution des charges cliniques de 75 €, 44%, qui est liée finalement à l'augmentation du coût journalier de la SAC de 36,7%. En fait, du coup, les causes de cette hausse du CTJ de la SAC devront être analysées, étant donné qu'elles conduisent à un impact fort sur le CTMJ du GME. Donc là, on voit que le CTMJ 2021
est de 202 € versus 148 en 2020, soit plus 36,7%. Donc là, ça provient d'un effet prix avec une évolution des charges nettes plus LM de 322 000 € et 59%. Donc là, il va falloir cibler les comptes concernés et expliquer les évolutions de ces comptes, voire éventuellement apporter une correction si nécessaire. Des questions sur l'analyse des GME? Bon, donc, on va poursuivre sur les séjours du coup en atypie qui doivent être regardés sur Visual ENC, et je voulais faire un petit focus sur Visual ENC parce que j'ai pu constater qu'un certain nombre d'établissements ne le téléchargeaient peut-être pas, ce logiciel, tout le temps. Voilà. Donc Visual ENC, ça se télécharge, c'est un outil qui vient se télécharger au même endroit dans l'espace de téléchargement de la TIH. Et il y a un manuel d'utilisation qui est disponible lorsque vous téléchargerez ce logiciel. Pour pouvoir utiliser Visual ENC, il va falloir que vos données Arcane et Aramis soient déposées sur la plateforme, c'est-à-dire que après, une fois que vous l'avez téléchargé, à chaque fois que vous irez dessus, il va reprendre les dernières données déposées sur le logiciel sur la plateforme IENC. Donc, il va falloir que vous ayez déposé des données et que vous ayez commandé un traitement avec des TDC générés. L'utilisateur, au moment pour pouvoir avoir tous ces résultats qu'il aura derrière, il doit redonner le chemin du M12, de son archive PMSI. Et évidemment, pour ce faire, ils doivent avoir un compte plage avec le rôle qui convient. Et puis, il doit aussi avoir un accès Internet comme pour d'autres logiciels, pour IENC notamment, pour d'autres plateformes, pour utiliser d'autres plateformes. Le logiciel visuel ENC doit être utilisé à chaque traitement, puisque à chaque traitement, du coup, il va y avoir un ensemble de tableaux. Donc, c'est le slide juste après. Alors, quelques particularités, et puis un petit peu l'écran de Visual ENC. Donc, les utilisateurs qui auraient plusieurs traitements ENC, plusieurs champs par exemple, ou plusieurs finesses, doivent à chaque fois se réidentifier, parce que vous l'avez bien compris, comme on rentre le PMSI, évidemment qu'il y a un PMSI différent pour chaque traitement par champ ou par finesse, et donc il va falloir à chaque fois re-rentrer ces codes. Et redonner le chemin du PMSI du traitement en question. Voilà un petit peu l'écran. Donc on voit bien que là vous rentrez un finesse, vous rentrez le statut, le champ, et puis vous allez donner l'emplacement des archives PMSI, et puis vous allez donner l'endroit où, enfin le répertoire dans lequel vous voulez que le fichier de sortie soit enregistré. Donc c'est la slide d'après. Donc après vous allez avoir un résultat. Et ce résultat se présente comme un fichier zip avec à l'intérieur la base de coûts. Donc c'est dans ce fichier que vous aurez votre base de coûts. Vous allez avoir les fichiers justement qui seront en atypie. Alors lesquels? C'est les fichiers qui sont issus des tableaux de contrôle, tableau 2, donc qui traitent de tout ce qui est rapprochement entre justement le PMSI et vos fichiers Aramis. Donc sur par exemple les actes manquants, etc. Sur quel RHA ça porte. Donc vous allez pouvoir là cibler, quand vous avez des écarts sur vos tableaux de contrôle 2, vous ciblez quels sont les séjours concernés. Les tableaux de contrôle 4, ce sont les tableaux de contrôle qui ciblent les séjours qui sont sans suivi au séjour, par exemple, ou qui sont 100 minutes de rééducation. Donc là encore, vous allez avoir la liste comme ça des séjours concernés dans ce résultat.
Ou encore le tableau 12-8 que vient de vous commenter Quentin, qui donne en fait les séjours qui ont un coût moyen journalier inférieur à 100 € ou au contraire très élevé, supérieur à 1000 €. Donc voilà, ces fichiers, cet applicatif vous donnera ces fichiers d'Atipi et c'est ces fichiers d'Atipi qui vous permettront de creuser si effectivement vous avez des erreurs, si ces séjours sont en erreur ou bien au contraire pas du tout, mais que vous pouvez les expliquer. Donc ce visuel ENC, il est à évidemment télécharger dès les traitements de la V1. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout. Est-ce que vous avez des ultimes questions avant qu'on clôture ce module 2? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais rendre la parole à Séverine Hardy en vous souhaitant bon courage pour cette dernière ligne droite avant votre validation. Et n'hésitez pas à avoir recours à vos superviseurs dès que un problème se présente à vous. Merci beaucoup à Marie Molina et à Quentin Germain pour cette présentation très complète. On vous souhaite une bonne continuation de campagne. Merci à tous. Bonne journée, au revoir.